2 pieds dans le bénitier sous le soleil, on y va. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Debout, debout, debout. Des futurs multicolores nous attendent. Hard rock, hallelujah! How dare you? Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il monte le bout de son nez, on dit « C'est lui, vous croyez ?» Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. C'est par ces mots de la journaliste Françoise Giroud que notre invité du jour termine son livre. Un livre sidérant et glaçant qui raconte la vie quotidienne dans une municipalité dont le Front National a fait sa vitrine électorale, Hénin-Beaumont. On y voit se développer l'emprise tranquille de l'équipe municipale menée par Steve Briouat sur le conseil municipal, sur les employés de la mairie, les associations, dans une dialectique connue mais terrifiante, avec nous ou contre nous. À l'heure où l'on voit arriver presque comme une fatalité la possibilité que le Rassemblement national finisse, à l'usure, par remporter les élections présidentielles, il nous a semblé important de comprendre comment ici, à Hénin-Beaumont, terre ouvrière et socialiste, les militants frontistes ont patiemment travaillé jusqu'à récolter les fruits de leur campagne, sur un terrain, il est vrai, largement préparé par les scandales économiques et politiques. Important aussi de démonter un certain discours, une petite musique qui dit « finalement pourquoi pas » ou « est-ce si grave ?» Nous ne nous résignons pas à voir des valeurs de rejet, de repli, de haine de l'autre gagner sur la fraternité et la justice. Nous ne le souhaitons pas comme citoyens, nous ne le souhaitons pas comme chrétiens. D'autres voies existent. Ici, à Hénin-Beaumont, des élus et des citoyens continuent de lutter pour une société ouverte, fraternelle et juste, en s'opposant au projet du Rassemblement national. Notre invitée prend toute sa part dans ce combat, qu'elle vit comme militante et comme chrétienne engagée, puisqu'elle est la première élue de l'opposition au conseil municipal d'Hénin-Beaumont. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour. Merci Marine de nous recevoir chez toi à Hénin-Beaumont, dans le jardin. Il fait beau, on est bien. Et pour commencer et planter le décor, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta ville ? Alors Hénin-Beaumont, c'est une ville de 27 000 habitants. C'est une fusion, c'était Hénin-Liétard qui était un bourg un peu, avec beaucoup les mines, etc., mais une plutôt grosse ville, une ville plutôt riche par rapport à ce qu'il y avait autour, et Beaumont-en-Artois qui était une ville plutôt rurale, et les deux fusionnent en 1970. Alors moi j'ai 2 grands-parents de chaque ville, donc je suis un peu métisse par rapport aux 2 aspects de la ville, le côté agriculture rurale et côté vraiment Hénin-Liétard. C'est un territoire qui a une histoire compliquée, je ne vais pas repartir au Moyen-Âge, mais c'était un territoire dont la richesse était liée à l'exploitation des mines, qui était aussi liée à l'exploitation des hommes du coup, mais les gens, pour le coup, maintenant on a une lecture où on se pose ces questions-là, mais à l'époque c'était une bénédiction d'avoir du travail, peu importe le coût, et puis par ailleurs on se tue à la mine, mais il y avait des avantages liés sur d'avoir l'école de musique pour les enfants, d'avoir le logement compris, et donc c'est quelque chose que les gens recherchaient. Et puis quand les mines ferment à Hénin, c'est autour des années 70 que ça commence, le dernier puits de mine juste à côté à Wagny fermera en 1992, il faut trouver autre chose. Et donc à coup de subvention, on va attirer toutes les entreprises un peu prédatrices de subventions qui souvent repartent aussi vite qu'elles sont arrivées, mais elles ont eu la subvention, et des entreprises peut-être qu'on n'avait pas trop envie d'avoir ailleurs. Et donc on se dit, bah tiens, ici, comme ils sont un peu aux abois, ils vont prendre. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve dans la région, dans le secteur, avec le plus haut taux de sites Céveso au kilomètre carré. Des sites dont personne n'aurait jamais eu l'idée de les accepter, mais ici, oui, et les bras ouverts. Et c'est une ville qui a connu quelques turbulences depuis politico-judiciaro. C'est déjà pas mal. Mais donc voilà, on a eu un maire qui en 2009 a été démis de ses fonctions de maire par le Conseil des ministres. C'était la première fois sous la Ve République, qui a eu quand même 18 chefs d'inculpation quand il a été mis en examen, donc c'était du lourd. Et c'est vrai que voilà, on est un petit peu connu par ça au début, on est ensuite connu parce que le Front National a fait de cette ville son laboratoire, alors avec Marine Le Pen qui, comme un vautour, l'a rôdé en disant si je dois choisir une ville pour m'implanter, prenons celle où c'est peut-être celle qui est la plus mal barrée, comme ça sera plus simple, et donc c'est tombé sur nous. Donc elle est aujourd'hui notre députée depuis 2017, Steve Briouat est notre maire depuis 2014, et donc oui, on expérimente ce que c'est qu'une ville Front National, pour les meilleurs et pour le pire. Alors c'est dans cette ville en 2009, à l'âge de 22 ans, que tu participes à ta première campagne électorale en tant que candidate, puisque tu es sur la liste d'Europe Écologie Les Verts pour les élections municipales partielles d'Hénin-Beaumont.
Donc tu n'es pas élu cette année, mais ça marque ton entrée en politique, on pourrait dire. Comment est-ce que tu en es venu à t'engager en politique ? J'ai été élevée dans la tradition catholique, le catéchisme et tout ça. Et c'est vrai que très très petite, ces valeurs-là qui m'ont été transmises, à la fois la fraternité, la tolérance, des valeurs très fortes. Quand j'entendais parler de politique à table ou à la télé ou dans la rue, des choses, par exemple, j'entendais un truc raciste, tout de suite, ça a entré en écho avec ce que j'avais entendu au catéchisme. Je me disais, mais c'est pas normal que si on est tous créés par le même Dieu, qu'on doit tous être dans la fraternité, et que donc du coup, on peut pas dire que tel être humain, il a moins de valeur que tel autre. Et ça, très très petite, j'avais cette conscience-là. Mais c'est vrai que j'étais catholique avant d'être politique. Mais c'est sûrement ces valeurs-là qui m'ont amenée à l'être. Et puis, il se trouve que quand votre ville est menacée par le Front National, que vous êtes, comme j'étais à l'époque, étudiante en sciences politiques, forcément, cette actualité-là, elle vous rattrape. Et je me rappelle du directeur de Sciences Po Lille qui, à l'époque, m'avait dit tu fais ce que tu veux, mais si même des gens comme toi ne s'y intéressent pas, c'est sûr que personne ne le fera à votre place. Et donc, je m'engage en 2009, pas forcément pour la municipale partielle à la base, mais parce que c'est les élections européennes, qu'il y a cet engouement autour d'Europe Écologie, que moi, je suis tombée dans un meeting et j'avais voté pour José Bové en 2007 pour le fauchage des OGM et le démontage des McDo, n'est-ce pas ? J'étais jeune et rebelle. Et que je vois qu'il vient à Lille en meeting où j'y vais et je lis, vous savez, les écolos, c'est les spécialistes des t-shirts à message. Ils ont tous les t-shirts, Libéry Gaza, machin truc, les OGM. Et donc, du coup, je lis les t-shirts des gens pendant le meeting et je me sens bien. Je suis en accord avec ces messages. Et donc, voilà, ma venue à la politique, c'est 2009, c'est l'écologie. Moi, j'ai toujours été très attirée par ce qui est constant en fait dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez, la Bible, moi, ce qui me touche quand je la lis, c'est que je me dis qu'il y a quelqu'un qui, il y a 2000 ans, a pu lire les mêmes phrases. Tout comme en fait dans la nature, on se dit que ce ciel, que ces montagnes, que 2000 ans avant nous, il y a des personnes qui à la même place avaient la même vue. Alors pas partout malheureusement parce que ça, il y a des choses qui ont un peu bougé, mais j'aime bien retrouver ce qui nous relie en fait, pas juste aux humains à travers le monde, mais aussi aux humains à travers le temps. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc voilà. Et du coup, dans ce parcours politique, tu es élu en 2014, élu de l'opposition, et pas face à n'importe quelle majorité, puisque donc on l'a dit, c'est Steve Briouat qui, en 2014, remporte les élections municipales. Et ces premières années d'élu, tu les racontes dans ce livre Nouvelles du Front dont on a parlé en introduction. Mais il faut, avant d'en venir à ton expérience personnelle, il faut qu'on parle un peu de cette histoire particulière. Alors, on a commencé à l'évoquer entre Front National et Hénin-Beaumont. En fait, ça fait des années que le FN a décidé de faire de Hénin-Beaumont son laboratoire, à la fois pour la prise de pouvoir et puis aujourd'hui dans la gestion d'une municipalité. C'est un processus qui a été analysé par le documentariste Edward Mills Afif dans 2 films, Au pays des gueules noires, La fabrique du Front National en 2004, et puis 10 ans plus tard dans Bassin miné, où il raconte l'accession de Steve Briouat à la mairie. Et donc, on vous propose d'écouter un court extrait du premier film. En l'occurrence, c'est 2 passages mis bout à bout. Et d'abord, c'est Steve Briouat qui parle face caméra. À l'époque, il est élu de l'opposition à la ville. Et puis, on l'entendra à peu près à la même époque dans une réunion stratégique avec Bruno Bild, son lieutenant de toujours, qui est aujourd'hui adjoint au maire à Hénin-Beaumont et député du Pas-de-Calais. Dans la pratique, il faut convaincre, il faut être convaincant qu'on a une personne neutre en face de nous, il faut la convaincre de nos bonnes idées, de nos bonnes opinions. Et comme en commerce, il faut convaincre le client qu'on a le produit qui convient c'est un peu c'est l'offre et la demande en fait. Il y a en quelque sorte, il y a un marché, c'est l'électorat. Notre but à nous, militants du Front National, parce qu'avant tout je reste un militant, c'est de convaincre les gens en leur disant que c'est Jean-Marie Le Pen qui a les meilleures solutions, qui a les bonnes solutions. Moi je pense qu'il faut de nouveau parler de Métal Europe. On peut toujours en reparler de toute façon, parce que ce sujet-là, à mon avis, Métal Europe, c'est entré dans les esprits. Il faut quand même, de toute façon, il faut répéter. Donc, on peut répéter encore Métal Europe ou, peut-être pas le prochain, mais le suivant, toujours répéter. Parce que dans 6 mois, les autres partis politiques auront totalement oublié Métal Europe. Il faut absolument, à mon avis, qu'on parle autre chose que de l'immigration et de la sécurité. Il faut aussi élargir notre discours. Donc voilà, il faut parler social. Attention, le social, c'est pas mais le social ici, c'est pas le monopole. Ici, il faut parler ici, c'est le social. Bien sûr. Donc finalement, voilà, un client, l'offre et la demande, et ici c'est le social. Le FN qui s'empare de la question sociale comme d'une stratégie purement marketing. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à la mairie d'Hénin-Beaumont. Moi j'appelle ça le parti caméléon. C'est-à-dire qu'en fait, ils se posent à un endroit,
et ils prennent la couleur locale. Et donc là, en l'occurrence, bassin minier égale social. Mais c'est pas un truc qui est sincère. C'est pas un truc qui est, je pense, l'histoire de mon parti, c'est ça, donc je vais dire ça. C'est l'histoire de ce territoire, c'est ça. Moi, mon parti, c'est ça. Il dit quand même, on va parler moins d'immigration. Bon, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça nous changera. Mais on voit qu'il dit pas parce qu'il pense que c'est juste. Il dit parce qu'il pense que l'offre va rencontrer la demande et que pour des questions de main invisible d'Adam Smith, c'est ça qu'il faut dire dans ce moment. Et ça, effectivement, c'est choquant, mais ils ont toujours fonctionné comme ça. Et moi, j'appelle ça le parti aussi boule à facettes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'envoyer à chacun le rayon de lumière qui va faire écho dans sa vie. Mais la question, c'est à la fin, comment on fait écho en même temps à quelqu'un ici qui peut être, y compris issu de l'immigration, mais qui va se dire que si le FN arrive au pouvoir, ils vivront mieux. Et en même temps, à une mamie plutôt limite raciste du Sud qui, en promenant sur Yorkshire, se dit il y a trop d'Arabes en France, mais si Marine arrive au pouvoir, moi, je vivrai mieux. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, à la fin, n'est pas compatible. On peut pas gagner sur tous les plans. Mais c'est vraiment la stratégie populiste. Et il faut reconnaître qu'ici, elle a marché et pour accéder au pouvoir et pour le conserver. Donc c'est ça qui est effrayant, mais je dis souvent que je préfère faire mes scores avec mes idées et mes méthodes que les leurs avec leurs valeurs et leur manière de s'y prendre. Je constate néanmoins que des fois ça marche. Dans la conclusion de ton livre, tu dis qu'une très large majorité de la population n'a objectivement aucune raison de se plaindre. Et cette analyse est confirmée aux récentes élections municipales, puisque la liste de Steve Brivois est réélue dès le premier tour, avec plus de 74% des voix. Ta liste, Union de la gauche, fait 18% quant à elle. Alors que Steve Brivois, il avait déjà été élu dès le premier tour en 2014, mais il ne faisait que, si je peux parler comme ça, 50,25% des voix exprimées. Est-ce que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le Rassemblement national, quand il arrive au pouvoir, ça fonctionne ? Et la question un peu qui va avec, c'est pourquoi s'opposer si ça marche ? Alors c'est vrai qu'une ville de 27 000 habitants, c'est pas forcément la France, et donc vous pouvez faire des choses ici que vous pourriez pas faire à l'échelle d'une région ou d'un pays. Ce qui s'est passé, il faut le dire aussi, c'est que donc quand on parlait tout à l'heure de l'élection partielle de 2009, parce que le maire part en prison, pour le dire clairement, et donc il y a cette municipale partielle qui est gagnée par une liste un peu citoyenne de centre droit. Il gagne, mais il retrouve une ville qui est en gros les écuries d'Augias. C'est-à-dire que la ville est surendettée, la préfecture exige des augmentations d'impôts parce qu'on est quasiment sous tutelle, quoi. Et donc en tout 85% d'augmentation des impôts locaux. Imaginez ce que vous payez en plus en tant que citoyen pour avoir en échange rien, puisqu'il n'y a plus de papier dans les photocopieurs, qu'il y a 50 jardiniers mais une seule camionnette, c'est des années qui sont très très dures. Et donc quand bien même l'équipe qui gagne cette municipale partielle en 2009 est sincère et de bonne foi et intègre, etc., ils ne peuvent pas lutter. Mais ils font ce travail de forçat, ils font un travail vraiment ingrat, qui est de la rigueur budgétaire. Mais finalement, ça déroule le tapis rouge au Front National, qui ont la double chance, il y en a, ils ont la double peine, eux, ils ont la double chance, de prendre la ville en 2014, mais de la prendre dans une situation financière idyllique par rapport à ce qui se serait passé s'il avait gagné en 2009. Alors, ils aiment bien raconter qu'il restait encore ci et ça à régler. Bien sûr qu'en 4 ans, on ne règle pas les problèmes causés par un malade du genre de Gérard Darlangeville, mais le bilan qu'ils ont pu avoir là dans le mandat précédent, ils n'auraient jamais pu l'avoir, bien évidemment, s'ils avaient gagné la ville en 2009. Eux, ils arrivent au moment où la situation financière est restaurée, les rapports de la Chambre régionale des comptes le montrent, et donc ils peuvent dérouler tout un tas de choses auprès d'une population en plus qui avait la restriction. Et donc quand tout d'un coup, vous mettez des fleurs partout, que vous pouvez rénover des écoles parce que les autres ont fait le travail difficile, électoralement, ça marche. Après, moi, je ne suis pas là pour dire c'est juste, c'est pas juste, c'est la vie, et la politique, c'est comme ça. Enfin, il y a des moments, il y a des opportunités, ils l'ont saisi pile au bon moment. Et en plus, en ayant préparé avant. Mais voilà, moi, je me dis souvent qu'ils doivent être contents d'avoir gagné en 2014 et pas en 2009, parce que l'histoire aurait été totalement différente. Après, vous dire que du coup, ça marche, donc on comprend pas pourquoi j'étais pas sur sa liste la fois dernière, parce qu'il est tellement fantastique que j'aurais pu être son adjointe et que tout aurait bien été dans le meilleur des mondes. Là, je suis pas d'accord pour la simple et bonne raison que le bilan et l'adhésion ne cachent pas leurs idées, leurs valeurs, leurs méthodes. Et des gens à qui ils ont fait extrêmement de mal. Alors le propre d'un parti populiste, c'est qu'ils savent compter. Ils savent bien que si ils embrouillent 50% de la population, ils ne pourront pas être réélus. Et donc leur technique, j'ai l'impression, a plutôt consisté à être le maire gendre idéal, vraiment sans Steve, qui va... tout ce dont vous rêvez, Steve le fait, pour 95% de la population, dont des gens qui votent peut-être même pas. De toute façon, c'est pas peut-être, parce qu'on voit bien les élections nationales, ils font pas ces scores-là, même à Hénin-Beaumont. Ils font des gros scores, mais pas ces scores-là. Et donc, il y a des gens qui votent
votent pas Front National aux élections nationales, mais qui, quand ils en viennent à devoir voter pour leur ville, se dire bon bah quand même, voilà. Et moi je me mets à la place de quelqu'un qui est pas forcément idéologue, hyper militant d'un parti ou d'un autre, mais qui se dit bon bah moi j'ai mes problèmes perso, pro, ma maison, mes trucs, je paye autant d'impôts, je trouve que c'est quand même cher payé, et ben au moins que mon trottoir soit propre. Et donc que cette politique du trottoir propre, c'est aucun jugement de valeur que je constate que ça marche en fait. Je peux l'entendre quand c'est ça qu'on demande. Voilà. Et donc ça n'empêche pas que pour 5% restants de la population, les choses sont extrêmement dures. Alors je modère parce qu'être élu d'opposition à Hénin-Beaumont, c'est pas être élu d'opposition en Russie ou dans d'autres pays où être écologiste, c'est prendre le risque de sa vie. Et moi je suis très tranquille avec le fait de dire qu'être élu d'opposition ici c'est dur, mais sans commune mesure avec d'autres endroits dans le monde. Mais il se trouve qu'ils vont cogner sur des gens dont ils savent que personne ne va se solidariser. Ça peut être un élu d'opposition, les gens vont se dire bon, en même temps il est en opposition, donc elle a critiqué, bon, bah, c'est normal qu'il la critique, c'est la vie. Ça peut être des syndicalistes, ça peut être des journalistes, je pense que c'est la seule profession que les gens détestent encore plus que les politiques. Ça peut être les Roms, les migrants, des gens dont vraiment ils savent que cogner et extrêmement violemment va pas leur faire perdre de voix, mais même plutôt leur en rapporter. Parce qu'en plus, ça fait un peu divertissement. Vous voyez, donc ça crée le petit truc. Ah tiens, le journal municipal est sorti, vite, allons le lire. Voyons qui se fait défoncer dans la dernière page où ils règlent leur compte chaque mois. Il y a ce petit côté un peu théâtral aussi. T'aurais un exemple un peu précis d'une situation voilà, dans les gens que tu cites, quoi. Enfin, j'imagine que tu en as plein, en fait, mais... Alors, la manière dont ça va se concrétiser, ces attaques, c'est par exemple une motion qui s'appelle « Ma commune sans migrants » que le Front National va faire voter. En fait, ils vont le proposer dans tous les endroits où ils siègent. Alors, souvent dans l'opposition, donc ça ne passe pas. Évidemment qu'à Hénin-Beaumont, quand ils proposent cette motion, elle est adoptée avec une très large majorité. Et donc, c'est une motion qui explique que, bah voilà, faut arrêter. Et donc, les associations qui aident des migrants, des gens très subversifs, hein, comme le Secours catholique, le Secours populaire, etc., n'auront plus de subvention de la mairie. Et donc le jour où ils votent ça, c'est extrêmement bizarre. Alors moi en plus, il se trouve que j'intervenais à l'époque sur les camps, notamment à Grande-Sainte, avec Damien Carême, où il y avait des comédiennes et chefs cuistots qui étaient venus cuisiner avec les migrants pendant une semaine. J'avais passé un peu de temps là-bas et ce que vous voyez dans ces endroits, ça vous révolte, quoi. Parce que quand vous avez un enfant d'1 an sur les genoux, on s'en fout où il est né. C'est un enfant qui comprend en fait complètement rien à ce qui se passe, que ses parents font en sorte qu'il ne se rendent pas compte. Et quand vous voyez les yeux dans les yeux, ces gens qui sont juste des humains, et que vous rentrez, vous avez la folie au conseil municipal parce qu'on m'explique que je n'aime la misère que si elle est exotique et donc je ne m'intéresse, je pratique la préférence étrangère systématique. Je n'aide les pauvres que s'ils sont étrangers, donc les Roms, les Afghans, tout ça, c'est sexy, mais les SDF français, je m'en occupe pas. Quand je leur explique quand même que c'est des gens qui ont vécu la guerre et qu'à leur place, on ferait sûrement pareil et qui me répondent droit dans les yeux, c'est des Bruno Bild, quand c'est la guerre, madame, on reste et on se bat. Vous imaginez bien que ces gens seraient les premiers à se barrer, évidemment, s'il y avait un quelconque truc pas confortable à traverser. Enfin, vous entendez des choses complètement folles. Et donc ça, c'est sûr que c'est des moments où assez édifiants. Je précise que mon bon maire, Saint-Steve, avait auparavant partagé les photos de moi sur ce camp de migrants sur Facebook avec sa page Facebook de maire. Hein. Donc c'est extrêmement violent pour moi, quelque part, plus rien ne me choque, mais il y a plein de gens qui disent ouais, quand même, le maire me désigne dans son post en me disant cette fille est la honte de notre ville. Vous avez le maire qui dit cette fille est la honte de notre ville parce qu'elle passe son été sur la côte. Alors j'ai l'impression que je suis à Saint-Tropez, il se trouve que c'est Grande-Sainte, c'est quand même pas Saint-Tropez, à aider les étrangers, c'est très dangereux, etc. Et puis je me prends 3 semaines d'insultes. Alors c'est sorcière au bûcher, vive le 3e Reich, plein d'appels au viol par les migrants, etc. Enfin un truc complètement fou. Donc c'est une forme de harcèlement, hein, c'est-à-dire qu'il agit comme un chef de meute qui incite tous ses soutiens, qu'ils soient héninois ou pas, à vous harceler. Donc ça, c'était extrêmement dur. Ensuite, sur les employés municipaux, il y a quand même des gens qui ont vraiment, vraiment morflé. Alors c'est sûrement le cas dans beaucoup de mairies, surtout quand il y a des alternances. Mais là, il y a des méthodes, des gens qui on envoie des textos de menaces, des gens qui sont espionnés par leurs camarades de bureau et pour avoir raconté ça dans mon livre, je suis quand même en procès depuis plus de 3 ans pour diffamation, donc j'ai gagné en première instance. Que des gens ne puissent pas parler parce qu'ils sont employés municipaux, qu'ils ont un devoir de réserve, qu'ils ont peur de perdre leur subvention comme responsable d'association, c'est normal. Moi, j'en prends plein la figure parfois, mais j'ai un luxe, c'est celui de pouvoir parler. Et donc du coup, faut s'en servir, sinon on sert à rien. Il y a des gens qui vivent des choses dures et notre rôle est de le faire savoir. Ça ne nous fait pas forcément gagner les élections municipales suivantes, mais moi je pense que
des personnes comme ça, il ne faut pas les laisser s'en tirer à si bon compte en fait. Et que si personne, en tout cas si nous, on ne raconte pas ça, personne ne le fera à notre place. Donc, du coup, on comprend vraiment le danger en fait qui se cache derrière cette espèce de vernis un peu social et convivial et du trottoir propre, comme tu dis. Mais du coup, quel contre-discours on peut proposer, en l'occurrence ici aux Héninoises et aux Héninois? Et est-ce que finalement, le récit écologique et social, c'est un discours suffisamment puissant face à l'exercice du pouvoir du Rassemblement national? Alors, il faut noter que mon maire est devenu très, très écologiste. Mon maire, c'est Greta Thunberg, là, depuis 2 ans. Alors, ça a commencé... Je dois l'inspirer quelque part. Je ne dois pas être si nulle que ça. Mais ça a commencé... Je me rappelle, j'avais posé une question sur les compteurs Linky au conseil municipal en 2015. Il m'avait expliqué que j'étais une maire verte, j'étais vraiment nulle, complotiste, je ne servais à rien. Et puis, en 2017, 2 ans après, le sujet a pris un peu d'ampleur. Et surtout dans leur électorat, d'ailleurs. Donc, le mien aussi. Mais du coup, ils se rendent compte que ça devient un sujet, mais ils comprennent ce que c'est, en fait, seulement 2 ans après. Je fais venir à l'époque Michel Rivasi pour faire une conférence sur le sujet à Hénin, et là il pète un plomb. La veille de la conférence, ils mettent toute boîte dans toute la ville en disant que c'était une réunion d'extrême gauche avec une députée d'extrême gauche, et que donc du coup eux ils vont organiser une réunion apolitique sur le sujet, parce que Steve Rivoire, moi je suis d'extrême gauche et lui il est apolitique, et donc ils font la même réunion le lendemain en mairie pour dire là c'est extrême gauche et moi ce sera la vérité neutre, etc., avec des scientifiques, et qui dit la même chose que dans la réunion que j'avais organisée d'ailleurs. Et voilà, c'est ce moment où j'identifie qu'en fait, ils se rendent compte que ces idées-là, ils ne peuvent pas passer à côté, parce que sûrement qu'avant, ça faisait bobo et tout ça, avec le réchauffement climatique, tout le monde s'en foutait un peu, mais que là, ça devient un moment où il faut qu'ils aient une parole sur le sujet, et surtout quand leur opposante est écologiste. Il ne faut pas oublier que l'élection de 2014, ils sont plus sociaux que les socialistes. Leur phrase sur les tracts, c'est Jean Jaurès. Il remet le buste de Jean Jaurès dans son bureau, etc. Donc l'ennemi à l'époque est socialiste, donc il faut être plus social qu'un socialiste. Et puis quand l'ennemi, ça devient moi, et qu'ils sentent que ça va être moi la tête de liste au municipal, il faut être Greta Thunberg. Et donc il y a des grands moments où ils expliquent que vous, l'écologie, vous le dites, moi je le fais. Voilà. Et le slogan de 2020, c'est la ville-jardin. C'est beau quand même, la ville-jardin. Il y a des arbres dans des pots, tout ça, dans la ville. Ils ont remplacé un parc par un parking, mais ils ont mis des petits carrés d'herbe sur le parking pour les voitures. Elles roulent sur de l'herbe, là. C'est la vraie écologie, c'est puissant, là, comme message. Mais donc, voilà, moi, je ne me résigne pas. Je sais que nos idées, elles ne sont pas forcément bien comprises, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que sauver la planète, c'est très, très loin de leurs problèmes quotidiens. Néanmoins, l'idée que la fin du monde et que la fin du mois, c'est le même combat, progresse quand même. C'est pas tout à fait perçu comme ça par tout le monde. Il y a sûrement encore beaucoup de travail là-dessus, mais je sens que ça progresse, et qu'il y a un débouché par là. On le voit là, dans les élections régionales, il y a une union de toute la gauche dans les Hauts-de-France, qui est derrière une écologiste, Karima Deli, qui vient d'une famille de 13 enfants, qui a une force incroyable, qui s'est construite seule et qui vient de très loin, mais qui a un parcours qui me rend fière, parce que je me dis qu'au moins mon parti permet ce genre de parcours, que quelqu'un qui avait deux parents ouvriers, qui n'était absolument pas prédestiné à devenir présidente de la commission transport au Parlement européen, chez nous c'est possible. Et du coup je pense que c'est aussi avec de l'incarnation qu'on pourra raconter ces choses-là. Et puis finalement, vous savez, quand il y a un tsunami, un raz-de-marée, vous pouvez prendre votre rafting et essayer de lutter à contre-courant. C'est pas forcément... c'est même dangereux en fait. Donc il se trouve que j'essaye quand même, mais surtout il faut s'accrocher au cocotier, parce que toute vague a un reflux. Et la vraie question, parce qu'en politique la roue tourne tout le temps, et dans cette ville elle a tourné très vite, alors peut-être qu'ils seront encore là dans 40 ans, moi je n'ai pas de boule de cristal, mais je sais que vraiment, et quand je vois leur ivresse du pouvoir, la manière hyper violente dont ils peuvent se comporter, ils seront capables de faire semblant de se maîtriser longtemps, j'en sais rien. Et la vraie question, c'est quand il y aura ce reflux, qui sera encore debout pour pouvoir être la suite. Et moi, je pense que c'est ça notre travail à Hénin-Beaumont. On a constitué pour les municipales un collectif qui s'appelle Osons pour Hénin-Beaumont, autour de 3 valeurs simples mais efficaces: humanisme, écologie, solidarité. Et dans les 3 élus aujourd'hui de notre groupe au conseil municipal, je suis la plus vieille des 3. Il se trouve que j'ai 34 ans. Et donc, du coup, moi, je suis extrêmement fière de mettre en scène aussi des gens qui sont là, eux-mêmes pour longtemps, et qui sont un peu des moines soldats. C'est-à-dire qu'ils ont ils vont pas prendre peur. Dans le mandat précédent, on a eu beaucoup de démissions, alors que là, pour le coup, ceux avec qui on est parti en campagne en 2020, ils savaient bien que c'était quand même pas gagné, et que les profils qu'on cherchait, c'est des gens qui seraient capables de vivre des choses dures, de tenir, de répondre, de travailler les dossiers, de pas se laisser impressionner, de pas se laisser intimider, de continuer à raconter et à militer même quand ce serait dur. Et donc c'est ça, les élus qu'on a en place aujourd'hui. Oui, surtout que dans ces élections municipales de 2020, finalement, sur la dizaine de villes qui avaient été remportées par le Rassemblement national 6 ans auparavant, la plupart ont été reconduites.
Il y en a 2 qui ont Et puis beaucoup de maires sortants ont été reconduits. Moi, je compare pas Hénin et Fréjus, je vais plutôt comparer avec les villes autour. Il y a des maires, y compris socialistes, qui ont donné en grande difficulté, qui sont aussi repassés au premier tour. Et par ailleurs, il faut le dire, ils ont su faire un truc qu'il est normal de faire, mais qu'on n'avait pas forcément bien pensé à faire, c'est la mobilisation de leur électorat. Regardez les taux de participation à Hénin par rapport au reste de la région. On sent qu'ils ont vraiment été chercher les gens un par un, qu'ils ont contrôlé qui venaient voter, qui venaient pas voter, que les gens ont bien intégré que s'ils voulaient... qu'en fait, ces listes, elles seraient recrutées. Ils sont quand même venus avec un scanner à la préfecture. Vous savez, quand on peut vérifier les listes électorales, nous, on peut les regarder comme ça, quoi, un peu pas en touriste, mais pas en mode politburo non plus. Et eux, ils sont arrivés ostensiblement avec le scanner, c'est-à-dire qu'ils veulent que ça se sache, qu'ils vont vérifier qui a été voté et qui n'a pas été voté. Alors on comprend dans ce que tu décris qu'il y a quand même une particularité à Hénin-Beaumont, dans l'histoire d'Hénin-Beaumont. Mais est-ce que pour autant il faut le regarder comme une exception locale, ou est-ce que ça peut être un avertissement, un avant-goût de ce qui pourrait se passer plus largement en France, et on a tous dans le viseur les élections de 2022 ? Moi, je pense que c'est plus qu'un avant-goût, c'est pire que ça, en fait. Ce qu'on a ici, c'est, malgré les difficultés qu'on peut avoir parfois, c'est la version light de ce qui nous attend s'il gagne le pays, puisque ici, c'est un laboratoire. Et dans la vitrine bien lustrée du Front National, il faut que les gens aient l'air contents. On est dans le Disneyland du Rassemblement National. Vraiment, les bâtiments sont bien rénovés, tout le monde est heureux. Vraiment, ils votent de plus en plus pour nous, tellement on est sympathique. Et donc, Hénin-Beaumont, c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc ce qu'ils font ici, c'est montrer leur meilleur visage, tout sourire, le sourire Colgate, parce qu'ils veulent que les gens pensent que c'est ça, Rassemblement National, c'est une ville où on est de plus en plus heureux, vraiment on en redemande, parce que leur but c'est de gagner d'autres élections. Et donc s'ils gagnent un jour la France, c'est pas pour mettre des fleurs partout en France en fait, ils vont pas faire la France jardin. Mais c'est ça qu'ils mettent en avant pour l'instant, parce que c'est ce qui permet d'accréditer en fait la thèse du FN dédiabolisé, qui c'est pas une thèse extérieure, c'est eux-mêmes qui l'ont inventée cette thèse. Donc ils veulent montrer qu'ils sont sympas, donc ils font le laboratoire témoin de on est sympa, mais c'est pas pour être sympa à vie en fait, c'est pas ça leur projet de vie, je pense. Et du coup, face à cette possibilité qu'on évoque, finalement de la victoire du Rassemblement national à des élections présidentielles, nous on est absolument convaincus que les catholiques doivent s'engager résolument en fait dans la lutte contre les idées du Rassemblement national, et ça s'inscrit aussi dans la conviction plus large que les chrétiennes et les chrétiens sont invités à pas déserter en fait le champ politique, et même à s'y engager pleinement, quelle que soit la forme que ça prend. Évidemment, il n'est pas question de parti, mais de participer à la vie de la cité. Il n'est pas forcément question de parti, en tout cas. Et comme toujours dans ce podcast, on est allé voir du côté de la parole, disons, officielle de l'Église sur ce sujet. Et donc, on est allé demander à Marie-Laure Dénès, qui est sœur dominicaine et prieure de la province de France. Elle a travaillé plusieurs années à la Conférence des évêques de France. Et donc, on lui a demandé quelle parole l'Église porte sur l'engagement politique. On écoute sa réponse. Merci Marie-Laure Dénès de nous recevoir. Pour parler de politique aujourd'hui, à ce sujet, le pape François a dit qu'on pouvait devenir saint en faisant de la politique, que les baptisés ne doivent pas hésiter à descendre dans l'arène, quitte à se salir un peu les mains et le cœur. Alors est-ce que cette position est propre au pape François, ou finalement c'est une posture qui a toujours été défendue par la doctrine sociale de l'Église ? Non, c'est une posture très ancienne dans l'Église. Tous les papes qui se sont succédés ont défendu l'engagement des chrétiens en politique, l'ont encouragé. J'aime bien citer une phrase du pape Pie XI, ça fait donc un siècle, puisque Pie XI a commencé son pontificat en 21, qui disait que le champ de la politique était le champ de la plus vaste charité. Et tous ses successeurs, avec des mots divers mais des formules très fortes, ont incité les chrétiens à prendre en charge le bien de la cité, comme étant le lieu où on construit le bien commun. Et vraiment, je pense que des mots très forts aussi ont été dits par le pape Jean-Paul II sur le fait que c'était pas une option de s'engager finalement en politique, alors sous des formes très diverses, mais que c'est pas parce qu'on avait peur justement de se salir les mains ou que ça pouvait être le lieu des conflits, des compromissions, qu'il fallait s'abstenir. Au contraire, c'est un engagement important. Et justement, ça peut être cette même foi, ces mêmes valeurs évangéliques qui nous poussent à nous engager dans l'arène politique. Et même si c'est les mêmes valeurs, en fait, finalement, on peut se retrouver à s'engager dans des partis politiques très différents. Est-ce que c'est normal, d'abord ? Et comment est-ce qu'on débat avec nos co-religionnaires dont on estimerait qu'ils ne défendent pas les bonnes idées ou les bonnes propositions politiques ?
Alors oui, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup, le texte de Vatican II, Gaudium et Spes, développe beaucoup ces questions-là sur le pluralisme parmi les chrétiens. Et il dit que finalement, on s'engage au nom de ces valeurs chrétiennes dans le champ politique, mais que c'est à bon droit qu'on peut défendre des options différentes. Et les évêques français, dans le texte qui s'appelle « Une pratique chrétienne de la politique », avaient dit le pluralisme et l'engagement pluraliste des chrétiens dans les partis, c'est inconfortable mais nécessaire. Donc vraiment, ça c'est cette légitimité du pluralisme chez les chrétiens, elle est reconnue, elle est au contraire même favorisée, dans le sens où le texte aussi de Vatican II dit qu'aucun chrétien ne peut revendiquer pour lui seul la légitimité de l'Évangile. Donc, simplement parce qu'on n'a jamais fait le tour de l'Évangile. Alors après, ça implique quand même un certain nombre de choses, c'est-à-dire que il y a des bornes, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, et ça, c'est à la fois la lecture de la parole, le partage en Église qui permet de le dire, mais c'est vrai qu'il y a les grandes constantes du souci de l'étranger, du plus pauvre, de la dignité de la personne, donc toutes les balises de la pensée sociale habituelle. L'option préférentielle pour les pauvres, la destination universelle des biens, la solidarité, la subsidiarité, tous ces principes-là sont évidemment importants et sont des boussoles pour ceux qui sont engagés en politique. Et puis, l'Église dit aussi qu'il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans des idéologies, parce que ce sont des systèmes clos. Il rappelle qu'il y a une irréductibilité du message chrétien. Et les évêques français ont beaucoup encouragé à ce que les communautés chrétiennes soient des lieux de débat aussi. Justement pour savoir, puisqu'on porte la même chose, puisqu'on porte ce souci évangélique, comment on peut avancer ensemble. Et c'est une façon de reconnaître la part de vérité de l'autre. On ne possède jamais la vérité à soi seul. Et je pense que c'est un des rôles des chrétiens de montrer aussi que, tout en étant différents, on a une espèce de tension vers l'unité, mais que, le dialogue, c'est primordial, et deux, on ne défend pas la vérité tout seul, et qu'au contraire, on a besoin de chacun, y compris de ses opposants. Et justement, par rapport à ces questions de bornes, de limites à pas dépasser, la réalité montre quand même qu'aucun parti politique, vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas faire tout le tour de l'Évangile. Et pour autant, le pape François dit clairement, et je pense à la doctrine sociale de l'Église aussi, que la solution, ce n'est pas un parti chrétien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut s'engager dans un parti dans lequel on n'aurait pas envie forcément d'épouser l'ensemble des positions ? Alors, justement, de toute façon, puisqu'on peut avoir des positions différentes à partir de l'Évangile, un parti chrétien, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et bien sûr, dans un parti, on va pas tout embrasser, en effet, on va avoir... mais c'est vrai de tout le monde, et je dirais que ça, c'est le principe de la vie chrétienne, c'est ce qu'a fait Jésus, c'est la vie mêlée, finalement. On est au milieu des autres, et on va faire en sorte, à l'intérieur du parti, que peut-être les choses bougent ou autres, mais c'est pas une raison pour s'abstenir. Voilà. Il faut avoir sa liberté de vote. Et on dit souvent que les chrétiens sont des gens compliqués à gérer dans les disciplines de parti, à cause de ça, parce qu'ils gardent leur liberté sur certains points avec lesquels ils pourraient être en désaccord. Du coup, Marine, tu nous as parlé un peu aussi du fait que tu étais catholique avant d'être politique, mais est-ce que les propos de Marie-Laure résonnent dans ton parcours d'engagement, et quelle couleur particulière aussi, ce qu'on vient d'entendre, prend quand on fait de la politique contre le Rassemblement national ? Moi, je pense qu'il y a une phrase de Laudato Si qui a toujours fait écho en moi, c'est celle qui dit « Rien de ce monde ne nous est indifférent ». Et je pense qu'on ne peut pas vivre au XXIe siècle en ne se sentant pas concerné par ce qui se passe ni à l'autre bout de la planète, ni ce qui est en train de se préparer pour les générations futures. C'est-à-dire qu'être catholique, c'est être quelque part concerné par le monde, concerné par la vie, par l'humanité. Et donc, je ne vois pas comment on peut être dans ce parcours croyant en faisant le petit repli stratégique du silence des pantoufles, de je reste confortablement chez moi. Alors qu'on puisse se sentir résigné, se sentir fatigué, ne pas savoir comment faire, il y a plein de choses que je comprends. Mais en fait, il y a cette petite idée-là qui forcément trente en nous. Après, moi je pense que tout est politique. Je trouve que l'Église, elle fait de la politique. Parfois,
l'Église s'en fout de ce que je pense et de si je suis d'accord ou pas, mais il y a des fois où je trouve ça bien, et notamment cette encyclique Laudato Si, elle a quand même fait beaucoup de bien à beaucoup d'écologistes de se dire que ça y est, c'était tellement mainstream que même le pape le disait. Cette phrase qui dit l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. En fait, c'est la manière du pape de dire fin du monde, fin du mois, même combat quand même. La relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. Et voilà, donc des fois elle fait de la politique dans un sens qui moi me plaît, des fois ça me plaît pas du tout, et je disais tout à l'heure, mais sur l'homosexualité, sur la place des femmes dans l'Église, en fait c'est plus possible de dire ça au XXIe siècle et de s'arc-bouter derrière un truc patriarcal qui a été écrit de manière patriarcale, non pas parce que c'était l'Église, mais parce qu'à l'époque où ça a été écrit et conceptualisé, tout le monde était patriarcal, donc ça paraissait logique à cette époque-là, et c'est pas possible de se cramponner à un truc qui a été écrit il y a aussi longtemps et pensé il y a aussi longtemps en disant que les femmes, oui, vous êtes toutes pareilles, vous êtes égales en dignité, mais par contre ça et ça vous pouvez pas le faire, et puis d'ailleurs on ne vous demande pas votre avis. Et sur l'homosexualité, des positions qui encore aujourd'hui font beaucoup de mal à beaucoup de gens. Mais j'aime beaucoup aussi quand elle dit on a besoin de chacun, y compris de ses opposants. Parce que finalement, c'est une sorte de dialectique. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris ici, même si c'est dur, et peut-être que si ça avait été facile, d'ailleurs, j'aurais moins appris, que quand vous êtes élu dans votre vingtaine, élu d'opposition au Front National, ça vous rend très droit, même vous traversez au passage piéton, parce que vous savez que tout ce que vous ferez sera retenu contre vous, et donc ça donne une sorte de tuteur éthique très, très strict. Et il y a plein de gens qui ont fait des erreurs en politique parce qu'ils pensaient et se sentaient dans l'impunité, au-dessus, invincible, à l'abri de tout. Là, je peux vous dire qu'ici, vous apprenez la leçon inverse. Et puis, je vous disais tout à l'heure que mon maire était devenu Greta Thunberg. Je pense aussi que lui, en fait, je suis quand même utile à sa vie. Je pense que le fait qu'on fasse les vigies et qu'on alerte la presse, qu'on raconte quand ils vont trop loin, fait aussi que progressivement, il y a des choses qu'il faisait qu'il n'ose plus faire. Alors du coup, bon, je le rends meilleur. C'est mon côté, voilà, c'est l'art pour l'art. C'est gratuit. Mais voilà, je me rends compte en tout cas que j'ai un impact sur les chemins qu'ils prennent. Je dis en toute humilité, mais forcément en fait, voilà. Ils influencent ma manière de militer et j'influence sûrement un peu la leur. En tout cas, on a besoin d'échanges, et qu'on a besoin d'échanges même avec ceux avec qui on n'est pas du tout d'accord. On avait samedi matin une réunion à l'agglomération des Nains-Carvent sur le projet de territoire, et donc c'était, vous savez, comme c'est la mode maintenant, des séminaires en petits groupes, etc., ateliers. Évidemment, je me retrouve en atelier avec Christopher Zurek, qui est il a mon âge et il est premier adjoint à la mairie des Nains, donc je me disais, bon, encore un grand moment. Et puis finalement, en fait, c'est sûr qu'on ne se serait pas mis à s'arrêter dans la rue pour se parler de l'avenir du territoire, mais là, dans l'exercice contraint, c'était assez intéressant en fait, de comprendre où il est, pas dans un exercice de théâtre au conseil municipal, mais dans un exercice de fond, de recherche de solutions pour le territoire. En fait, j'ai trouvé ça en réalité intéressant. Dans un épisode précédent, celui avec Samuel Grybowski, où on parlait de laïcité, on a évoqué la résistance des catholiques au vote Front National. On a beaucoup parlé de cordon sanitaire, mais il s'avère que ce cordon sanitaire ne tient plus vraiment, ou en tout cas moins qu'à l'habitude, puisque par exemple, entre les élections présidentielles de 2012 et de 2017, la part des catholiques pratiquants qui ont donné leur voix à Marine Le Pen est passée de 4% à 16%, et jusqu'à 29% au second tour face à Emmanuel Macron. Et si on élargit aux catholiques pratiquants occasionnels, ils ont été plus nombreux à voter Rassemblement National au second tour que la moyenne des Français. 46% contre 33,9%. Du coup, nous, ça nous interroge, n'empêche, sur la posture à adopter en tant que chrétien. On voit que les évêques de France n'osent plus prendre de position ferme contre le Rassemblement National. En 2002, ils avaient appelé à faire battre Jean-Marie Le Pen quand il a été qualifié au second tour. En 2017, quand c'est Marine Le Pen qui a été qualifiée au second tour, ils n'ont pas pris position, ils n'ont pas fait le même appel. Et on peut voir d'autres diocèses, alors c'est d'autres réalités territoriales que celle ici à Hénin-Beaumont, mais si on va voir du côté du diocèse dans le sud de Fréjus-Toulon, ils étaient très fiers en 2015 d'inviter à leur université d'été sur les questions politiques la députée Marion Maréchal Le Pen. Et pareil, bon voilà, il y a eu quelques voix d'opposition, mais ça n'a pas non plus été un scandale plus que ça, quoi. Donc nous, ça nous interroge et on te pose la question, comment est-ce qu'on fait en tant que communauté quand une rupture de ce genre existe au sein même de la communauté ? Je pense qu'on relit la Bible. Enfin, moi, ce que je cite souvent, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu qui dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli ».
J'ai pas besoin de commenter plus que ça. Je pense que cette phrase, elle se suffit à elle-même. Je pense pas que ce soit le programme du Rassemblement national. Alors après, il se trouve que les gens, ils pensent chacun ce qu'ils veulent, qu'ils votent chacun ce qu'ils veulent, et heureusement qu'on a cette liberté en France. Et donc moi, je ne juge pas les personnes, quel que soit leur parcours de vie, qui influencent forcément ce qu'ils pensent à tel moment et ce qu'ils votent à tel moment. Mais pour moi, il y a une incompatibilité majeure, non pas avec ce que Steve Réois fait à Hénin-Beaumont. Je vais vous dire, je vous ai dit que c'était le FN édulcoré la plupart du temps ici, et fort heureusement pour ma ville, mais s'ils veulent gagner le pays, c'est pas pour répandre la bonne parole par-delà les frontières en fait, et que ce qui se passe en Méditerranée en ce moment, ce qui se passe dans certains pays du monde, ça doit nous interpeller, et penser que comme on est français, qu'on est plus intelligent que tout le monde, et que ce pays on l'a construit bien sûr nous-mêmes, et que du coup c'est à nous, et que personne n'a le droit de bénéficier de tout ce qu'on a conquis nous-mêmes, c'est une vision des choses que je ne partage ni en tant que militante, ni en tant que catholique. Mais par ailleurs, j'entends que certains ne soient pas d'accord, et je suis aussi en paix avec l'idée qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Donc finalement, l'Église peut être un lieu de résistance, ou en tout cas, on l'entend aussi de résistance passive dans un contexte où les actions exposées sont quand même compliquées, quoi. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois ou... Je ne pense pas qu'elle peut, je pense qu'elle doit. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner des ordres à l'Église, mais pour moi, les textes sont clairs, et ils ont quand même beaucoup dénoncé le fait que l'évêque ne citait pas les bons passages de la Bible, et qu'il faisait exprès, etc., comme si la Bible avait été écrite il y a 2000 ans pour leur faire plaisir ou pas. Enfin, c'est quand même assez narcissique de penser ça. Mais voilà, ce n'est pas une relation apaisée, mais moi, pour le coup, je peux vous dire que dans des villes comme celle-ci, les vestes se retournent très vite, les corps collectifs résistent peu, parce que forcément, quand vous êtes employé municipal, quand vous avez des intérêts dans l'affaire, pour avoir un logement pour votre famille, enfin, il y a plein de raisons qui font que vous n'avez pas envie d'être en première ligne. Mais pour le coup, moi, j'estime que l'institution Église, je leur demande pas de faire la guerre ou pas la guerre, mais je trouve qu'ils sont restés fidèles à eux-mêmes, qu'ils ont continué à porter les messages qu'ils portaient avant. Et ça, j'ai vraiment été fière d'être catholique pour le coup dans cette séquence-là, et y compris vis-à-vis des plus en première ligne d'entre nous, c'est-à-dire pas les opposants politiques, mais les Roms, les migrants, etc. Ils ont été exemplaires en fait, dans une ville qui en avait besoin, parce que pour le coup, quand tout le monde retire ses billes du jeu, heureusement que l'Église est restée là pour porter ces messages-là et les assumer. Donc c'est ça que je retiens à Hénin. Et toujours en lisant ton livre, en fait, au fil des pages, et surtout quand on le referme, on se dit... Et en t'écoutant. Et en t'écoutant aujourd'hui, on se dit, mais comment tu fais pour tenir ? Comment est-ce qu'on a envie de recommencer au mandat d'après ? C'est quoi tes ressources ? Je pense que c'est une question de tempérament, et aussi une question d'être bien entouré. Alors, à Hénin, on est pas 50 000 militants, hein, mais je sais que moi, mon parti m'a toujours servi de tuteur, de soutien moral, en fait, parce qu'on est un parti où on n'était pas très nombreux, d'ailleurs, à l'époque, et du coup, quand on a un copain en difficulté quelque part en France, on est toujours là pour lui. Et moi, je l'ai fait beaucoup pour d'autres collègues, et je le remercie d'avoir fait pour moi, parce que vraiment, il y a eu des moments qui étaient durs, où vous vacillez, où vous vous demandez si c'est vous qui faites bien ou mal, enfin, vous savez plus trop où vous en êtes. Et pour le coup, j'ai toujours eu un soutien indéfectible de mon parti. Et pour moi, l'Église a joué un peu le même rôle, de manière moins... de manière moins organisée, mais juste, je pense que les valeurs que vous donne cette culture traditionnelle chrétienne fait qu'en fait, à un moment, vous distanciez, enfin que la folie, là, par exemple, des conseils municipaux, moi, je les vis en étant dans ma tête à 30 km, en fait. C'est-à-dire que j'ai les pieds dans le sol, je fais mes petites respirations de yoga, je relativise en disant, je sais pas, ils ont dû avoir une vie difficile pour en arriver là dans leur tête, et puis j'essaye de répondre comme je peux, même si, bien sûr, des fois, on s'énerve, même si, bien sûr, on dit, bon, c'est pas possible, mais, vous voyez, je pense que, et cette éducation chrétienne et cette formation militante écologiste fait qu'en fait on distancie, et qu'on reste très ancré sur ses valeurs. On sait d'où on vient, on sait où on va, et le reste c'est des embûches en fait, mais en fait une fois qu'on sait où on va, on les passe un par un, et puis tout se passe le mieux possible. Et du coup tu parles de l'Église comme institution, des valeurs, de l'éducation, etc. Mais d'un point de vue un peu plus personnel, est-ce que la foi aussi c'est une ressource ? Est-ce qu'il y a des lieux de ressourcement, Voilà. Alors, quand moi je travaillais pour Cécile Duflot à un moment, qui je pense serait d'accord avec beaucoup de trucs qu'on vient de se dire aujourd'hui, et adorerait votre podcast. Écoute-nous, Cécile, avec plaisir. Il faut que je lui en parle. Mais en fait, donc, je travaillais pour elle, et puis elle n'a pas été réélue députée, un truc auquel on s'attendait, puisque la vague En Marche a quand même fait que beaucoup de gens de gauche n'ont pas été réélus. Et à ce moment-là, c'était le moment de faire un peu le point et de voir vers quoi on se projetait. Donc je suis allée à Ligugé,
vous savez, au monastère de Huysmans. Moi, j'adore prendre des trains où il n'y a personne dedans, où c'est très loin et tout ça. Et donc, je fais le truc, je me vide mentalement. Et puis, je me dis que là-bas, j'irai peut-être plus clair. Et c'était intéressant parce que c'est de là que, en fait, j'avais entendu parler d'un poste qui allait peut-être se libérer, etc., dans un endroit où j'aurais bien aimé travailler. Et puis, en fait, on m'en parle en disant, tiens, ça pourrait t'intéresser. Et puis, on me dit, bon, on ne sait pas encore si elle part ou si elle part pas. Enfin, l'offre paraîtra. Et en fait, c'est au monastère que je vois l'offre, qu'on m'avertit que l'offre est parue. Et donc, je rédige ma lettre de motivation. Enfin, c'était vraiment... De toute façon, je n'avais pas le droit de parler. Donc, vous voyez, au moins, j'avais des occupations. Donc, il y a ce côté un peu... moi, je me laisse souvent un peu guidée par les choses aussi, et je me dis qu'il y a une route et des fois, il suffit de fermer les yeux, de se laisser un peu entraîner par les choses. Et voilà, c'est quelque chose que je retrouve souvent dans ma vie. Merci beaucoup. Et du coup, ça fait aussi un point avec la dernière question. Rituel de fin d'épisode, t'en es où avec l'espérance ? Je dois vous avouer que j'ai des minutes collapso parfois où je me dis que de toute façon... je viens de commander un livre de Jared Diamond qui s'appelle d'ailleurs L'effondrement. Donc, comme ça, c'est officiel, ça va encore me mettre de bonne humeur pendant mes vacances. Mais moi, j'ai toujours ce mur qui approche et dont l'humanité approche, pas la planète, parce que la planète, sans nous, elle ira même peut-être mieux. Mais ce mur dont l'humanité approche, je le vois vraiment s'approcher, en fait, depuis longtemps. Et il y a des moments où ça crée chez vous un truc un peu... Ça désoriente quand même, mais j'ai appris à être en paix avec l'idée que finalement, on allait tous faire notre part, et puis que si ça le faisait pas, ça le faisait pas, et puis c'était comme ça. Donc j'ai ces moments un peu fatalistes, très très fatalistes. Et puis j'ai la chance de militer avec beaucoup de gens, et souvent chez les Verts, il y a beaucoup de catholiques aussi, et c'est souvent ceux qui sont là avec un message d'espoir et de paix, et de on va y arriver par l'écologie, de la joie et tout ça. J'ai notamment une belle rencontre militante. C'est Eric de Kermel qui est à Bayard Presse et qui écrit des abécédaires très positifs, qui a la pêche malgré tout. C'est l'abécédaire de l'écologie joyeuse. Exactement. J'ai fait une rencontre entre lui et Bridget Kyoto, vous savez, une youtubeuse qui dit comment c'est son livre, comment être écolo sans finir dépressif. Et en fait, sa théorie, c'est qu'on peut pas, c'est qu'il faut être dépressif et que c'est que les gens lucides qui sont pas dépressifs. Donc j'ai animé en échange entre les deux, c'était sympathique. Et moi-même, en fait, je suis entre les deux. Ça dépend des jours, on va dire, mais je pense que si on continue à pédaler et à se battre, c'est que quelque part on voit quelque chose au bout. Et puis le fait de devenir maman aussi il y a 2 ans, on a envie de transmettre ça aux enfants, qu'ils aient, c'est même pas un bel avenir, c'est un avenir tout court en fait. Vous voyez, je vous avais dit que j'étais un peu fataliste. Et voilà, du coup c'est à ça qu'on se prépare, mais je pense qu'on va quand même vers des temps un petit peu difficiles, dont pourra sortir le meilleur comme le pire. Et du coup, ce qui me reste, c'est à prendre mon bâton de pèlerin et puis faire en sorte que ce soit plutôt le meilleur. Ça me paraît un bon programme. J'espère qu'on est plusieurs quand même sur le coup, parce que on en connaît quelques-uns en tout cas. Moi aussi, je vous les présenterai. Merci beaucoup pour ton accueil et puis cet entretien revigorant et très inspirant sur l'engagement politique. Et à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter Marine Tondelier. Vous le savez, la meilleure manière de nous soutenir, c'est tout simplement de partager cet épisode et de diffuser largement autour de vous. Il y a plein de choses à en tirer, à apprendre et à méditer. Et même si c'est déjà un peu l'été ici à Hénin-Beaumont, on se retrouve avant l'été avec un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous salir les mains en politique.